Nina et sa petite fille Afi étaient comme des ombres, silencieuses, invisibles, toujours en mouvement. Elle n'avait pas de maison à elle. De cour en cour, elle lavait les sols, frottait les toilettes, lavait des vêtements, ramassait les ordures, juste pour gagner un peu de quoi manger. Afi n'avait que 6 ans, mais ses mains étaient déjà aussi rugueuses que celles d'une vieille femme. Pendant que les autres enfants allaient à l'école avec des sacs à dos et des boîtes à nourriture, Afi portait un chiffon sale et un seau rouillé. Chaque matin, pendant qu'elle nettoyait la véranda d'un homme riche, des enfants passaient devant elles en lançant des moqueries comme on jette des pierres. Fille de femme de ménage. Tiens, prends ce bonbon, ta maman est trop pauvre pour t'en acheter. On dirait qu'elle est née dans une poubelle, disaient certains en riant, en se pinçant le nez comme si Afi sentait les égouts. Parfois, Afi forçait un sourire. D'autres fois, son visage se crispait comme une feuille de papier froissée. Mais les pires jours, elle pleurait si fort que ses larmes se mélangeaient à l'eau savonneuse qu'elle utilisait pour frotter le sol. Un jour, après un long travail sous le soleil brûlant, Afi s'assit à côté de sa mère sous un manguier. Elle leva ses grands yeux tristes vers Nina et demanda « Maman, est-ce que j'irai un jour à l'école comme les autres enfants ?» Le cœur de Nina se serra. Elle prit Afi dans ses bras et caressa ses cheveux poussiéreux. « Mon bébé, si seulement j'en avais le pouvoir, » murmura-t-elle. « Je veux que tu deviennes médecin, que tu portes une blouse blanche, que tu soignes les gens, qu'on te respecte. » Mais Afi secoua la tête. « Non, maman. Je ne veux pas être médecin. Je veux aller à l'école pour étudier l'argent et devenir milliardaire. Comme ça, je te construirai une maison avec 10 toilettes. » Nina éclata de rire, même si ses yeux étaient pleins de larmes. Étudier l'argent. Oh waouh! Ma fille veut aller à l'université de l'argent. Elle la serra plus fort et ajouta. Prie pour moi, et un jour, je mettrai assez de côté pour t'envoyer dans cette école de milliardaire. Ce qu'Afi ne savait pas, c'est que chaque fois que Nina recevait un peu d'argent, même si ce n'était que 2000 francs ou le prix d'un morceau de poulet, elle glissait discrètement un petit billet dans une vieille boîte en fer caché dans son sac. Sur cette boîte, on pouvait lire, écrit de manière tremblante, « Argent pour l'école d'Afi ». Elle ne mangeait pas bien, ne s'achetait pas de vêtements, mais elle économisait. Même si elles étaient pauvres, sales et moquées tous les jours, Nina s'accrochait à l'espoir comme une femme en train de se noyer s'accroche à un bâton au milieu de l'océan. Elle disait toujours à Afi, « Notre histoire peut commencer dans le caniveau, mais elle ne se termine pas là. Un jour, ceux qui te lançaient des bonbons te supplieront de les aider. » Afi riait, montrant sa dent de devant manquante. « Je ne leur donnerai pas de bonbons, je leur donnerai un balai et un seau, » disait-elle avec une fierté enfantine. Nina riait jusqu'à en avoir mal au ventre. Même si, au fond, elle avait peur de ce que la vie leur réservait encore. Parce que dans ce monde, quand on est pauvre et sans pouvoir, même ses rêves peuvent être volés sous ses yeux. Nina se montra alors plus dure avec elle-même. Elle ne se contentait pas de faire le ménage dans les maisons. Non, la vie était trop dure pour se reposer. Dès qu'elle avait une pause, si 2 heures sous le soleil peuvent être appelées une pause, elle prenait un plateau de pain, d'eau en sachet ou de fruits et allait vendre dans la rue. Parfois des oranges, parfois des bananes. Tout dépendait de ce qui pouvait lui rapporter 10 francs de plus. Afi, sa petite aide aux yeux fatigués et aux talons crevassés, portait son propre plateau de petites arachides grillées. Les gens la voyaient et disaient « Ah, cette petite travaille dur. » Même les adultes ne sont pas aussi sérieux qu'elle. Mais tout le monde n'était pas gentil. Certains riches au grand cœur leur souriaient en disant « Garde la monnaie. Achète-toi quelque chose de bien. » D'autres leur donnaient les restes de nourriture, comme du riz et un os de poulet qu'ils n'avaient pas fini. Nina souriait avec reconnaissance comme si elle venait de recevoir un chèque. Et Afi criait de joie. « Maman, ils nous ont donné de la viande aujourd'hui. » Mais il y avait aussi les méchants. Oh, ceux qui portaient des vêtements chers mais qui avaient la pauvreté dans le cœur. Ils criaient sur Nina comme si elle avait volé leur bonheur. « Va-t'en. Tu bloques ma voiture. Pourquoi tu m'en dis? Est-ce que j'ai l'air de ton mari? N'importe quoi. Tu apprends à ta fille à souffrir dès le bas âge, hein ?» Parfois, il ne disait rien. Il se contentait de souffler fort, de pousser le plateau d'Afi et de partir comme des reines pleines d'amertume. Nina baissait la tête et s'éloignait, tenant la main de sa fille, essayant de ne pas pleurer devant elle. Un jour, Afi leva les yeux et lui demanda « Maman, pourquoi certaines personnes sont-elles aussi méchantes? Est-ce qu'on leur a fait quelque chose ?» Nina eut un petit rire amer. « Non, mon enfant. Il y a des gens qui sont nés en colère. S'ils sourient trop, leur visage risque de se casser. » Afi rit. Même dans la douleur, son rire était comme de la musique. Mais Nina savait au fond d'elle que ce n'était pas la vie qu'elle voulait pour sa fille. Chaque fois qu'elle rentrait de la vente, les pieds sales, les plateaux vides et la peau brûlée par le soleil,
Nina ouvrait sa vieille boîte et y glissait 1 ou 2 billets froissés. « C'est peu, » murmurait-elle. « Mais un jour, ce sera assez pour le sac d'école d'Afi. » Et Afi, la nuit, se couchait à côté de sa mère et murmurait sa prière. « Cher Dieu, si tu as un grand cahier au ciel, s'il te plaît, écris mon nom parmi les milliardaires. Et n'oublie pas maman aussi. » Même les étoiles là-haut semblaient écouter. Mais la vie n'en avait pas fini avec elle. Un matin lumineux, Nina et Afi venaient de finir de vendre des bananes la veille au soir. Elles n'avaient pas bien mangé, mais comme d'habitude, Nina s'était levée tôt pour se rendre dans l'un des luxueux manoirs où elle nettoyait les salles de bain jusqu'à ce qu'elle brille au point qu'on pouvait presque y voir son avenir. En entrant dans la grande salle de bain des invités, elle esquissa un faible sourire. Pas parce qu'elle était heureuse, mais parce que sourire l'aidait à oublier la faim qui lui rongeait le ventre. Avec un seau d'eau mousseuse et une petite brosse à la main, elle s'agenouilla et commença à frotter comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Ses jambes étaient engourdies, son dos la lançait de douleur, et ses mains tremblaient. Pourtant, elle continua, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ses jambes glissèrent sur le sol mouillé, et dans un grand bruit sourd, elle tomba violemment. Si fort que la brosse vola de sa main. « Ah !» cria-t-elle. En quelques secondes, l'épouse du milliardaire, Madame Vanessa, entra furieuse, vêtue d'un peignoir en soie, de lunettes de soleil et d'une attitude plus grande que son manoir. « C'est quoi ce vacarme ?» lança-t-elle, sèchement, comme un serpent. « Pourquoi tu cries comme si quelqu'un avait accouché de triplé ici ?» Nina, toujours au sol, se tenait la jambe en grimaçant de douleur. « S'il vous plaît, madame, j'ai glissé. J'ai juste besoin d'étirer ma jambe. J'ai mal, » supplia-t-elle, la voix tremblante. Mais Madame Vanessa ricana. « Étire quoi ? Étire ta paresse, oui. Lève-toi et finis ton travail. Bonne à rien. Si tu ne veux pas ce travail, pars. » Nina éclata en sanglots. Elle essaya de bouger, mais sa jambe lui répondit par une douleur vive et brutale. Elle leva les yeux et murmura. « Je vous en supplie. Juste 10 minutes. Je ne suis pas paresseuse, je vous le jure. Ma jambe. » Mais Madame Vanessa s'était déjà retournée et partait, marmonnant. Ces pauvres toujours à faire comme s'ils étaient faits de verre. Afi, qui attendait dehors avec leur sac de ménage, entendit les pleurs de sa mère et accourut. En voyant sa mère étendue sur le sol, elle ne posa aucune question. Elle ramassa silencieusement la brosse et entra dans la salle de bain. « Maman, repose-toi. Je vais finir, » dit-elle. Ce jour-là, tout changea. La jambe de Nina ne guérit jamais vraiment. Jour après jour, elle essayait de se lever. Certains jours, elle y arrivait. La plupart du temps, non. La douleur était vive et cruelle. Finalement, elle perdit son emploi. Les gens ne voulaient pas d'une femme de ménage qui boitait comme une chèvre fatiguée. Elles furent expulsées du petit logement de fortune qu'elles occupaient. Nina et Afi déménagèrent dans une vieille cabane abandonnée à la périphérie du domaine. Un endroit tellement oublié que même les rats semblaient sans abri. La cabane n'avait ni porte, ni fenêtre, ni lit. Juste un banc cassé, des boîtes de conserve vides et un vent glacial qui mordait leur peau la nuit. Afi devint adulte du jour au lendemain. Elle prit plus de travaux de nettoyage. Elle faisait du commerce ambulant, les bras toujours chargés. Elle quémandait des fruits abîmés au marché, tout en emmenant sa mère d'un guérisseur à un autre, d'une pharmacie à l'autre, espérant un miracle. Chaque pièce qu'elle gagnait, elle la divisait en deux, une moitié pour la nourriture, une moitié pour soigner la jambe de sa mère. Nina pleurait la nuit quand Afi dormait. « Dieu, » chuchotait-elle, « si tu veux me punir, d'accord. Mais épargne cet enfant. Elle est trop jeune pour tant de souffrance. » Mais la vie ne répondait pas. Ou peut-être qu'elle entendait, mais qu'elle s'en moquait. Pourtant, Afi n'abandonna jamais. Parce qu'une voix en elle criait plus fort que la faim, plus fort que les insultes, plus fort que la douleur. Tu dois survivre. Tu dois te relever. Tu dois protéger ta mère. Et elle le fit. À 13 ans, Afi n'était plus seulement une petite fille avec un plateau sur la tête. Elle était devenue une véritable femme de ménage professionnelle. Pas par l'âge, mais par la dure école de la vie. Chaque matin, elle nouait son foulard, prenait la vieille serpillière de sa mère et un seau usé, et retournait dans les mêmes grandes maisons que sa mère nettoyait autrefois avant que sa jambe ne lâche. Elle ne se plaignait pas. Elle ne pleurait pas. Elle travaillait. Elle récurait les mêmes carreaux qui avaient blessé sa mère. Elle balayait les escaliers que gravissaient des chaussures de luxe. Elle lavait des toilettes qui sentaient la richesse. Mais Afi ne faisait pas que nettoyer les sols. Elle cherchait. Après chaque session de nettoyage, elle fouillait les poubelles avec soin. Pas pour la nourriture, mais pour apprendre. Cahiers déchirés, manuels usés,
stylos cassés avec un peu d'encre séchée. Elle les ramassait tous comme des trésors d'un royaume d'ordures. Certains enfants des maisons la voyaient fouiller les poubelles et éclater de rire. Fille de ménage, tu veux devenir professeur avec des poubelles? Hein? À quoi ça sert de lire des livres périmés quand ta mère périmée ne peut même pas t'acheter un cartable? Certains lui arrachaient les livres des mains. Burke, je ne veux pas que mon cahier touche ta pauvreté. Je préfère le brûler que te le laisser. Il se moquait d'elle, la sifflait. Certains se bouchaient même le nez quand elle passait, comme si elle était faite d'ordures. Affie ne répondait pas. Elle ne parlait pas. Elle se baissait simplement, ramassait une autre page déchirée, et murmurait pour elle-même. Riez maintenant. Moi, je rirai en dernier. Chaque jour, elle retournait à la cabane abandonnée, les jambes douloureuses, les mains noircies par la poussière. Mais une fois qu'elle s'assurait que sa mère avait mangé et se reposait bien, elle s'asseyait dehors avec sa collection de livres trouvés. Même si les lettres étaient effacées, même si les pages étaient déchirées, elle lisait encore, en appuyant chaque page comme si c'était de l'or. Sa mère, Nina, râlait parfois depuis le coin de la cabane. Ces livres que tu lis là, ça ne fera pas la cuisine ni soignera ma jambe. Pourquoi tu fatigues tes yeux pour rien? Affie lui répondait avec un sourire. Perds pas espoir, maman. La vie nous prépare quelque chose de bon. On ne sent juste pas encore l'odeur. Nina riait, fatiguée. J'espère juste que la vie n'a pas oublié de mettre le sel et le piment. Et toutes deux riaient, malgré leur ventre vide et leurs vêtements déchirés. Elles n'avaient rien. Mais d'une manière étrange, leur rire valait plus que les cuillères dorées des maisons où Affie travaillait. Et au milieu de toute cette douleur, Affie se répétait. Un jour, toutes ces pages formeront une histoire qui choquera le monde. Un après-midi brûlant, le soleil cognait comme s'il était en colère contre tout le monde. Affie portait un plateau de sachets d'eau sur sa petite tête en passant devant une école près du domaine. Le portail était grand ouvert. À l'intérieur, les enfants portaient de beaux uniformes blancs et verts, avec des chaussures noires brillantes et des chaussettes sans trous, contrairement aux siennes. Elle ralentit. Quelque chose l'appelait à l'intérieur. Des voix. Elle s'approcha doucement et se posta derrière une fenêtre de classe. Une enseignante parlait. Pour la première fois de sa vie, Affie entendit la voix d'un professeur. Pas à la télé. Pas en rêve. En vrai. Devant elle. La femme écrivait au tableau. Économie, l'importance de la rareté. Affie ne savait pas ce que voulait dire rareté avant, mais maintenant elle restait là, la bouche entr'ouverte, écoutant comme si sa vie en dépendait. Elle oublia les sachets d'eau sur sa tête. Elle oublia le soleil. Elle oublia les enfants qui s'étaient moqués d'elle. Elle écoutait avec toute son âme. Ce jour-là, elle ne vendit presque rien. Et elle s'en fichait. Dès qu'elle rentra à la maison, elle jeta le plateau par terre, salua rapidement sa mère et courut vers le coin de la remise où elle gardait ses manuels déchirés et délavés. Elle fouilla comme une chercheuse folle jusqu'à ce qu'elle le trouve. Économie, rareté. Ses yeux s'agrandirent, son cœur accéléra. Elle commença à lire, murmurant chaque ligne comme si c'était une chanson. Puis elle éclata de rire. Un rire si fort que la vieille remise en résonna. Elle riait comme si elle venait de découvrir qu'elle pouvait voler. Nina, à moitié endormie, sursauta sur son tapis. Affie. Pas de réponse. Affie. Toujours en train de rire. Affie. Combien de fois je t'ai appelé? Affie, toujours le livre à la main, se retourna, les yeux brillants de joie. 3 fois, maman. Nina la regarda d'un air méfiant. D'accord. Combien de doigts j'ai levé? Elle leva la main, 4 doigts en l'air. Affie hésita, regarda, puis éclata à nouveau d'un grand rire avant de dire. 4 doigts, maman. Nina posa ses mains sur sa poitrine et souffla. Et, j'ai cru que les sorcières du village t'avaient enfin trouvé. Pourquoi tu ris toute seule avec un livre déchiré comme ça? Affie souriait de toutes ses dents. Maman, je ne suis pas folle. Je suis juste heureuse. Aujourd'hui, je suis restée dans une salle de classe après le ménage. J'ai écouté une prof. Et devine quoi? Elle enseignait le même sujet que dans ce livre. J'ai compris, maman. Moi, Affie, la fille qui nettoie. Nina s'assit lentement et regarda sa fille. Tu veux dire que ce que tu lis, c'est vraiment ce que les enfants riches apprennent aussi? Oui, maman. Ça veut dire que je ne perds pas mon temps. Ça marche. Ce livre marche. J'apprends. Nina la fixa, à moitié effrayée, à moitié fière, totalement sans mots. Puis, avec un sourire fatigué, elle dit. Ah bon? Continue de lire avant que ta joie ne s'envole. Mais ne ris plus comme les esprits du village. Tu entends? Et Affie retourna à sa lecture, souriante, confiante, en train de rêver.
car pour la première fois, elle savait que son avenir n'était pas juste un rêve. Il avait déjà commencé. Quelques semaines plus tard, un samedi chaud. Afi venait de finir de frotter les carreaux et de nettoyer les tables en verre dans l'une des villas d'un milliardaire. Comme d'habitude, elle ne demanda pas à manger. Elle alla discrètement à l'arrière-cour, vers la poubelle, son coffre au trésor, sa propre bibliothèque. Elle se pencha, fouillant dans les cartons et les sacs en plastique avec ses petites mains rugueuses. Ses yeux s'illuminèrent en trouvant un vieux manuel d'éducation civique, déchiré mais lisible. Elle sourit. Encore un trésor. Soudain, un murmure. Elle se figea. Elle se retourna lentement, et les vit. Une dizaine de filles riches, en habits de week-end éclatants. Certaines tenaient des bâtons, d'autres des pistolets à eau, toutes pleines de mauvaises intentions. La chef du groupe, Suzy, celle à la grande bouche et au parfum cher, s'avança. « Aujourd'hui, on va t'arrêter » cria-t-elle comme une militaire. « Tu crois être maligne? Apprendre gratuitement ce que nos parents paient des millions? De bons à rien comme toi? Jamais plus. » Les autres applaudirent et rirent. « Allons brûler ceux qu'elle a déjà volés. » Ajouta Suzy. « Oui, allons-y. » Répondirent les autres comme un cœur maléfique. Les yeux d'Afi s'agrandirent, son cœur battait comme un tambour. « Non, s'il vous plaît, ne les prenez pas. Je promets de ne plus en ramasser, mais ne touchez pas à ceux que j'ai déjà trouvés. » Elle laissa tomber le manuel et courut comme la foudre, plus vite que la peur, soulevant de la poussière sous ses pieds. Elle devait arriver avant elle. Elle devait protéger son rêve. Elle devait protéger sa mère. Des larmes coulaient déjà quand elle atteignit la petite remise au bord du domaine, sa maison. La remise n'avait même pas de porte. Juste des morceaux de bois et de métal cloués ensemble. Elle entra en trombe, haletante, en pleurs, tremblante. Nina, toujours allongée sur son tapis, se redressa lentement. « Afi, qu'est-ce qui se passe ?» Mais Afi pouvait à peine parler. « Les filles riches, elles arrivent. Elles veulent brûler tous mes livres, mon avenir, tout. » Le visage de Nina pâlit. Avant qu'elle puisse répondre, elles entrèrent. Les soi-disant princesses du domaine. Elles s'arrêtèrent un instant, choquées par la scène. Des livres. Des dizaines de livres déchirés, sales, tachés, rangés en piles. Des vieux cahiers, des stylos cassés, des règles tordues. On aurait dit une école des charges. Le visage de Suzy se tordit de colère. « Tu en as même ramassé autant? T'es folle. » Sans prévenir, elle sortit un briquet et alluma une flamme. Afi cria. « Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. » Trop tard. Elle alluma une page. Le feu embrassa le papier comme s'il l'attendait depuis longtemps. Le papier prit feu. Puis un autre livre. Puis le mur en bois. En un clin d'œil, toute la remise était en feu. La chaleur fit taire leur rire. Les filles s'enfuirent, jetant bâtons et pistolets à eau, courant comme des rats effrayés. Mais Afi resta là, figée, hurlant. Le feu rampait vers le tapis de sa mère. Afi se retourna et courut vers l'atelier de mécanique tout proche. « Aidez-moi, je vous en supplie. Il y a le feu. Ma maman est à l'intérieur. » Les mécaniciens lâchèrent leurs outils et la suivirent en courant. Quand ils arrivèrent, la remise était à moitié détruite, mais ils n'abandonnèrent pas. L'un des hommes sauta à l'intérieur et sortit Nina, brûlée par endroits, ses vêtements en partie calcinés, mais encore en vie, à peine. Elle était inconsciente. Afi tomba à genoux à côté de sa mère, ses livres en cendres, sa bibliothèque détruite, sa mère à moitié brûlée et mourante. Son rêve, seul Dieu pouvait encore en parler. Mais tandis qu'Afi pleurait, serrant la main brûlée de sa mère, une seule pensée tournait en boucle dans son cœur brisé. « Maman, ne meurs pas. Vis longtemps pour voir mon rêve se réaliser. » La remise n'existait plus, réduite en cendres, mais Nina était encore en vie. Brûlée, faible, inconsciente, mais en vie. Grâce à la gentillesse du mécanicien et d'autres voisins venus aider, ils l'enveloppèrent dans de vieux tissus et la portèrent doucement au centre de santé communautaire, le seul dans les environs. Même si la clinique avait l'air fatiguée et manquait de moyens, les infirmières firent de leur mieux. Nina fut allongée sur un lit en métal. Des perfusions étaient accrochées à son corps faible, son visage pâle mais paisible. Afi refusa de manger, refusa de dormir. Elle resta assise près du lit, ses petites mains serrant les doigts brûlés de sa mère. Le deuxième jour, quelque chose attira son attention. Une petite télé fixée au mur de la salle d'attente. L'image était floue, le son faible, mais quelque chose de magique apparut. Une publicité pour un concours pour enfants. Un animateur se tenait sur une scène colorée, posant des questions. Les enfants répondaient avec joie, certains se trompant, d'autres ayant les bonnes réponses.
Puis vint la phrase qui fit redresser Afi comme si elle avait reçu un choc. Le grand gagnant repart avec une bourse complète. Son cœur accéléra. Ses jambes bougèrent toutes seules. Elle courut jusqu'au bureau du médecin et frappa fort. « Entrez », dit-il doucement en sirotant sa tasse. Afi entra en trombe, les yeux rouges et pleins d'espoir. L'annonce à la télé. Le quiz. C'est vrai? Le médecin cligna des yeux, surpris. Il fit une pause, puis hocha la tête. Oui, c'est vrai. Ça a lieu 2 fois par an. Afi se mit aussitôt à genoux, les mains jointes en prière. Aidez-moi, docteur. Je veux y participer. S'il vous plaît. Le cœur du médecin fondit à cette vision. Il sourit doucement, inclinant la tête. Dans quelle école vas-tu? Cette simple question brisa quelque chose en Afi. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Je, bégaya-t-elle, puis elle tourna les talons et courut vers la chambre de sa mère. Le docteur resta figé sur sa chaise. Son sourire disparut. Il regarda la porte par laquelle elle avait disparu, puis murmura. Ai-je posé la mauvaise question? Il se laissa tomber en arrière, les yeux fixés sur son café froid, rongé par la culpabilité. Car pour la première fois, il comprit clairement, elle n'allait pas à l'école, mais elle en savait assez pour poser des questions, pour rêver, pour vouloir. Et la seule chose qui l'empêchait de monter sur scène, c'était l'absence d'aide. Cette nuit-là, le docteur ne put pas dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, l'image d'Afi agenouillée lui revenait. Cette petite voix, ses larmes, et la façon dont elle s'était enfuie juste à cause d'une question innocente. « Dans quelle école vas-tu » Il se tourna dans son lit. « Mon Dieu, pourquoi ai-je demandé ça? Quelle école ?» On dirait que cette fille n'est jamais allée à l'école. Tôt le lendemain matin, il entra dans la clinique, les yeux gonflés. Il s'arrêta à côté d'Afi, dans la chambre. Elle dormait sur le sol froid de l'hôpital, avec un livre comme oreiller. Un vieux manuel à moitié brûlé qu'elle avait réussi à sauver de l'incendie. Sa mère était toujours inconsciente, les machines bipaient lentement. Le docteur soupira. Cette fille, que veut-elle vraiment? Elle ne veut pas de pitié. Elle veut juste une chance. C'est là qu'il prit une décision. Il se pencha doucement et la réveilla. Afi. Elle se redressa d'un coup. Maman va bien? Oui, répondit-il en hochant la tête. Mais toi, tu viens avec moi aujourd'hui. Où ça? Demanda-t-elle en clignant des yeux. Il sourit. Apprendre à gagner. Plus tard ce jour-là, le docteur emmena Afi chez sa cousine, une institutrice à la retraite qui vivait dans une petite cour tranquille, avec un petit tableau noir et des piles de vieux cahiers. Quand la femme vit Afi, elle fronça les sourcils. Celle-là, pas de chaussures, pas de sac, pas d'uniforme. Tu veux que je lui enseigne gratuitement? Le docteur sourit. Son cerveau n'a pas besoin de chaussures. La femme haussa les épaules. On verra bien. Ils donnèrent une craie à Afi. Épelle économie? Demanda la femme. Afi inspira profondément, sourit, l'épela correctement, puis donna aussi la définition. La maîtresse haussa les sourcils. Tu connais tout ça et tu n'es pas à l'école? Afi baissa les yeux. La vie ne m'a pas encore inscrite, madame. La femme éclata de rire. Celle-là a vraiment de la répartie. Pendant les jours suivants, Afi étudia comme si sa vie en dépendait. Chaque nuit, elle retournait dormir à l'hôpital, à côté de sa mère. Chaque matin, elle se rendait chez la maîtresse. Sa seule nourriture, du gari. De l'eau, parfois une banane quand elle avait de la chance. Mais elle s'en fichait. Elle se préparait pour quelque chose de grand. 2 semaines plus tard, le jour arriva. Le concours de culture générale devait se tenir à la mairie, en direct à la télévision. Des centaines d'enfants intelligents et bien habillés s'étaient rassemblés, chacun accompagné de parents qui les encourageaient. Et puis il y avait Afi, vêtue d'une robe trop grande donnée par l'infirmière, avec des sandales empruntées 2 tailles trop grandes, portant un sac en plastique au lieu d'un cartable. Des parents chuchotaient. Qui a amené cette fille des rues ici? C'est la fille de la femme de ménage? Elle doit être perdue. Afi les ignora. Ses yeux restaient fixés sur la scène. Elle n'était pas venue pour être jolie. Elle était venue pour gagner. La salle était pleine, les caméras tournaient, les projecteurs brillaient, les journalistes murmuraient. Des enfants en costumes et robes scintillantes étaient assis en rang, tenant des bouteilles d'eau de marque et des cahiers. Les parents, fiers, avec leurs lunettes de soleil, étaient assis à côté. Puis la voix de l'animateur retentit. Candidats, préparez-vous pour la première manche. Un par un, les noms furent appelés. Michel Okori, Académie des Brillants. Tina Gold, École Royale. Gloria Momba, Source Vie Internationale. Afi. L'animateur s'arrêta.
Juste Afi. Les gens rirent. Un garçon murmura. Pas de nom de famille, pas d'école, elle représente la rue. Un autre ajouta. Elle ferait mieux de ne pas s'évanouir quand on lui posera une question. Afi s'assit calmement. Soudain, le buzzer retentit. Première question, quelle est la différence entre les besoins et les envies? Michel appuya. Les envies sont des choses qu'on aimerait avoir. Les besoins sont des choses indispensables pour survivre. Correct. Les questions s'enchaînaient, maths, anglais, actualité, sciences. Afi ne se contentait pas de répondre. Elle expliquait. Elle décomposait. À un moment, elle corrigea même une question mal formulée et toute la salle resta bouche bée. Les juges échangèrent des regards. L'un murmura. Où cette fille s'était-elle cachée? Un autre répondit. Elle ne se cachait pas. Elle survivait. Dernière manche. Question décisive. Il ne restait qu'Afi et la grande gagnante de l'année précédente, Gloria. Quelle est la loi de l'utilité marginale décroissante? Gloria cligna des yeux. Afi sourit. Elle se leva. Aucun stress. Aucun bégaiement. Cette loi dit que plus on consomme un produit, moins on tire de satisfaction de chaque unité supplémentaire. Par exemple, si je bois un sachet d'eau, je l'apprécie. Le deuxième, un peu moins. Au cinquième, je peux même le détester. La foule resta figée. Silence. Puis tonnerre d'applaudissements. Les juges se levèrent. L'un d'eux applaudit avec des larmes dans les yeux. Le modérateur leva la main d'Afi. Et la gagnante est Afi. Les journalistes accoururent. Les flashs éclataient. Une femme cria. Qui est son sponsor? Qui est son professeur? Le docteur, debout près de la porte, essuya discrètement ses yeux. Ce soir-là, toute la presse en parlait. Une orpheline inconnue remporte le concours national de bourse d'études. Pas d'école, pas de chaussures, juste du cerveau. Une fille miracle bouleverse la nation. Des sponsors ont appelé. Une école prestigieuse pour filles lui a offert une bourse complète jusqu'à l'université. Des maisons d'édition ont promis de lui fournir gratuitement des livres à vie. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on lui a demandé « Que veux-tu devenir plus tard ?» Elle a souri, les larmes aux yeux. Milliardaire, pour pouvoir offrir aux filles comme moi ce que je n'ai jamais eu. De retour à la clinique, sa mère, Nina, s'était réveillée. Elle regardait la télévision, stupéfaite. N'est-ce pas, Afi? L'infirmière sourit. Votre fille n'a pas été à l'école pour lire des livres. Elle a lu Le Monde. Nina se couvrit la bouche en pleurant. Ma fille, mon Afi. Quelques jours plus tard, dans un grand bâtiment gouvernemental aux vitres teintées, derrière des portes sécurisées et des couloirs bondés, le professeur Raymond Georges, ministre de l'Éducation, était assis dans son bureau, feuilletant des dossiers. Ses lunettes glissaient sur son nez. Le soleil de l'après-midi éclairait doucement la pièce. Son assistant personnel, Monsieur Félix, entra avec un journal plié à la main. Monsieur, cette orpheline Afi fait le buzz partout. Les gens identifient le ministère sur les réseaux. Certains exigent que le gouvernement lui accorde un soutien supplémentaire. Le professeur Raymond prit le journal sans grand intérêt, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur la photo d'Afi. Afi. De grands yeux marrons, un sourire pur, une étincelle d'intelligence dans le regard. Sa main se figea. Son cœur fit un bond. Le journal trembla légèrement. Félix remarqua. « Monsieur, ça va? Est-ce que vous connaissez cette fille ?» Pas de réponse. Le professeur Raymond reposa doucement le journal. « C'est tout pour le moment, » dit-il d'un ton froid. Félix hésita, puis sortit. Ce soir-là, le professeur annula toutes ses réunions. Les lumières de son bureau restaient allumées alors que les autres ministères avaient fermé. Il était assis, les mains serrées, plongé dans une profonde réflexion. Pas un souci ordinaire, mais un de ceux qui vous pèsent sur la poitrine et vous volent le sommeil. Il regardait encore une fois le visage d'Afi dans le journal. Il ne souriait pas. Il ne fronçait pas les sourcils non plus. Juste du silence et une grande agitation intérieure. Trop de questions et aucune réponse claire. Plus tard dans la nuit, après le départ de tout le personnel, il décrocha une ligne sécurisée. « Je veux une enquête discrète sur une fille nommée Afi. Pas de bruit, pas de médias. Juste, tout savoir. Âge, lieu, tuteur, passé. Tout. » Il raccrocha, puis resta là, immobile, entouré de silence et de doute. Afi, de son côté, était assise près du lit de sa mère à l'hôpital. Leurs mains liées doucement. La pièce baignait dans les rires doux et les prières silencieuses de reconnaissance. Pour la première fois, après des années de douleur, de pauvreté et de moquerie,
l'espoir était enfin entré chez elle. Soudain, la porte grinça. Une infirmière entra, suivie de 2 fonctionnaires élégamment habillés et de 4 agents de sécurité en uniforme. Leur présence remplit la petite chambre d'une tension palpable. Le cœur de Nina s'emballa, elle serra plus fort la main d'Afi. Mais le visage d'Afi resta calme, paisible, prêt. Un grand homme en costume gris s'approcha. « Es-tu Afi, la fille dont tout le monde parle ?» demanda-t-il avec une voix douce mais autoritaire. Afi sourit et se leva. « Oui, monsieur. Et voici ma mère. » L'homme hocha la tête et prit un ton plus officiel. « Je m'appelle professeur Raymond Georges, ministre de l'Éducation. » Nina eut un hoquet de surprise. Ses doigts tremblaient. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais avant qu'elle ne parle, le ministre poursuivit. « Nous sommes ici avec un cadeau spécial du gouvernement, en l'honneur de ton intelligence et de ta persévérance. Mais d'abord, nous avons besoin de ton nom complet pour les documents. » Nina sentit son cœur s'arrêter. Afi se tourna vers elle, un peu confuse mais souriante. « Maman, je crois que mon nom complet, c'est Afi. »« Nina ?» dit-elle en riant doucement. Mais Nina ne répondit pas. Elle porta une main à sa poitrine. Les larmes coulèrent. Et puis, d'une voix brisée, elle éclata en sanglots. Des années de silence, de douleurs enfouies, de vérités oubliées remontaient d'un seul coup à la surface. Quel épisode émouvant et puissant nous venons de vivre. Prenons un moment pour réfléchir. Leçon de vie. Ne méprisez jamais personne. La grandeur peut surgir de n'importe où. Chaque enfant mérite une chance, peu importe son origine. L'éducation est une arme puissante. La passion peut briser toutes les barrières. Défends toujours ce que tu aimes, même si le monde est contre toi. Si le courage d'Afi t'a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager ta partie préférée, même dans ta langue. Abonne-toi. Partage cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin. Je vous aime fort et que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés pour l'épisode 2. Il sera encore plus émouvant, avec plein de rebondissements. Qui est le père d'Afi? À suivre.